Commençons par voir des exemples d'autres formes de boucles for. Dans cette boucle for ici, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée p, qui va être initialisée à 0. La condition est p strictement inférieur à 10, et l'instruction d'incrémentation est p plus égale 2. Alors je vous rappelle que écrire p plus égale 2, c'est équivalent à écrire p égale p plus 2. P va donc être initialisé à 0. À la fin du premier tour de boucle, on va ajouter 2 à P. Donc P va prendre la valeur 2. Ensuite, P va prendre la valeur 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que P prenne la valeur 10. Dans ce cas, la condition va devenir fausse, et on va sortir de la boucle. Donc dans la boucle, P va prendre les valeurs 0, 2, 4, 6 et 8. Considérons maintenant cette instruction for qui déclare une variable k initialisée à 10. La condition est maintenant k strictement supérieur à 0, donc notez bien que le sens de comparaison a changé ici, et l'instruction d'incrémentation est moins k, qui est équivalente à k égale k-1, c'est-à-dire qu'on va retrancher 1 à la variable k à chaque tour de boucle. Donc k est initialisé à la valeur 10, à la fin du premier tour de boucle, on va retrancher 1 à k, donc k va prendre la valeur 9, ensuite k prendra la valeur 8, jusqu'à ce que k prenne la valeur 0. Dans ce cas, la condition ici deviendra fausse, et on va sortir de la boucle. Donc à l'intérieur de la boucle, k prend les valeurs 10, 9, etc. jusque 1. Considérons maintenant ce troisième exemple qui déclare une variable i initialisée à 0. La condition est i supérieur ou égal à 0, et l'instruction d'incrémentation est plus i, c'est-à-dire qu'on va ajouter 1 à la variable i à chaque tour de boucle. I commence donc avec la valeur 0. À la fin du premier tour de boucle, on va ajouter 1 à i va donc prendre la valeur 1. Cette condition va être vraie, on va donc continuer, et à la fin du deuxième tour de boucle, on va ajouter 1 à i qui va prendre la valeur 2. Cette condition va être encore une fois vraie, et on va continuer. Et vous pouvez constater que, du moins dans le principe, i va prendre toutes les valeurs positives possibles sans que cette condition devienne fausse, et la boucle va être répétée indéfiniment. Alors pourquoi du moins dans le principe? Pour des raisons techniques que je ne vais pas détailler, ce n'est pas complètement vrai, mais on va tout de même répéter la boucle un très grand nombre de fois. Une boucle for peut donc ne pas s'arrêter, c'est ce qui se produit quand la condition est toujours vraie. Alors plusieurs causes sont possibles. Par exemple, comme dans l'exemple précédent, peut-être qu'on s'est trompé sur la condition. Alors encore une fois, dans un tel cas, en fait, la boucle va tout de même s'arrêter, mais après un très grand nombre d'itérations. Ou une deuxième cause possible est de se tromper sur l'instruction d'incrémentation, comme ici. J'ai ici incrémenté la variable j, alors que ma condition est sur la variable i. Si je ne modifie pas la valeur de la variable i dans le bloc de la boucle, comme i est initialisé à 0, cette condition va être toujours vraie. Donc en pratique, si vous vous retrouvez dans un tel cas où une boucle for ne s'arrête pas, vous pouvez toujours utiliser la combinaison CTRL-C pour arrêter votre programme. Considérons maintenant quelques erreurs commises fréquemment par des débutants. Notez tout d'abord qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin de la ligne qui commence par le mot-clé for, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point-virgule ici. Il se trouve que si vous mettez tout de même un point-virgule, le compilateur va accepter votre programme, mais votre programme va se comporter de façon un peu surprenante. Et en fait, ce code, avec un point-virgule, va n'afficher qu'une seule fois le mot « bonjour ». Pourquoi? Parce que le point-virgule qui est ici est considéré comme une instruction qui ne fait rien. C'est-à-dire que ce code ici
va être interprété comme tout d'abord une boucle for dont le corps de la boucle est constitué par le point virgule. Donc cette boucle for va répéter 10 fois l'instruction vide, c'est-à-dire ne rien faire du tout, et l'instruction avec le cout va être considérée comme en dehors de la boucle for et donc va n'être exécutée qu'une seule fois. Considérez maintenant ces 3 lignes de code. Ces lignes vont en fait produire l'affichage suivant, c'est-à-dire que la première instruction cout va être répétée 5 fois, et la deuxième instruction cout va n'être exécutée qu'une seule fois. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce code-là va être interprété de la façon suivante, c'est-à-dire avec la première instruction cout à l'intérieur de la boucle for, et la deuxième instruction cout après la boucle for, et donc ne va pas être répétée. Donc faites bien attention, il ne suffit pas de décaler ces lignes pour qu'elles soient toutes les deux à l'intérieur de la boucle for. Si vous voulez que ces deux lignes soient effectivement répétées, il faut rajouter une accolade avant la première instruction et une accolade fermante après la dernière instruction. Donc cette nouvelle version du code va effectivement produire l'affichage i égale 0, bonjour, i égale 1, bonjour, etc. Enfin, évitez de modifier la variable qui sert à contrôler le nombre de tours de boucle à l'intérieur du corps de la boucle, c'est-à-dire évitez de faire comme dans cet exemple, qui déclare au début de la boucle for une variable i et qui modifie la variable i ici dans le corps de la boucle. Alors pourquoi? Tout d'abord, parce que ça ne va sans doute pas faire ce que vous voulez. N'oubliez pas que la boucle for va modifier également de son côté la variable i à l'aide de l'instruction d'incrémentation. Et deuxièmement, un relecteur risque de ne pas s'apercevoir que vous modifiez la valeur de la variable i à l'intérieur du corps de la boucle. Passons maintenant à un nouvel exemple qui est très représentatif de problèmes qu'on peut rencontrer avec des boucles for. Cet exemple consiste à écrire un programme qui demande 4 notes à l'utilisateur et qui affiche la moyenne de ces 4 notes. Donc, je vais commencer par une version très simple qui n'utilise pas de boucle for et qui déclare 4 variables différentes que j'ai appelées ici note 1, note 2, note 3 et note 4 pour stocker les 4 valeurs entrées par l'utilisateur. À ce stade du programme, les variables note 1, 2, 3 et 4 contiennent donc les 4 valeurs entrées par l'utilisateur. Je peux donc calculer la somme de ces 4 variables, mettre le résultat dans une variable que j'ai appelée ici somme, et diviser cette variable par 4 pour obtenir la moyenne. Maintenant, le fait que j'ai déclaré et utilisé 4 variables différentes pour stocker les 4 notes entrées par l'utilisateur m'empêche d'introduire directement une boucle for pour réécrire ce programme. Donc je vais commencer par modifier ce code en une version équivalente qui n'utilise qu'une variable pour stocker les 4 notes entrées par l'utilisateur. Donc voici cette nouvelle version où j'ai effectivement maintenant plus qu'une seule variable que j'ai appelée note qui va me servir à stocker les 4 notes entrées par l'utilisateur et une deuxième variable, ma variable somme, que j'ai initialisée ici à 0. Donc je vais demander à l'utilisateur d'entrer une valeur que je vais stocker dans ma variable note et j'ai ici une affectation qui s'écrit somme égale somme plus note. Et je vais répéter 4 fois ce code. Et à ce stade du programme, la variable somme va contenir effectivement la somme des 4 valeurs entrées par l'utilisateur et nous allons vérifier ceci sur un exemple. Pour vérifier cette nouvelle version, supposons que l'utilisateur entre les valeurs 5, 4, 6 et 4. La variable note n'est pas initialisée, donc on ne sait pas ce qu'elle contient pour l'instant. La variable somme a été initialisée à 0.
J'ai dit que la première valeur entrée par l'utilisateur, c'était 5, donc cette instruction-ci va mettre la valeur 5 dans la variable note. On passe ensuite à cette affectation qui va calculer la valeur de cette expression, c'est-à-dire calculer somme, c'est-à-dire 0, plus note, c'est-à-dire 5, obtenir la valeur 5 pour cette expression et mettre cette valeur dans la variable somme. La deuxième valeur entrée par l'utilisateur ici est la valeur 4. Pour cette affectation, on va donc calculer maintenant somme, c'est-à-dire 5, plus note, c'est-à-dire 4, obtenir 9 et mettre ce 9 dans la variable somme. Et vous pouvez vous convaincre qu'à ce stade du programme, la variable somme va contenir 0, plus 5, plus 4, plus 6, plus 4, c'est-à-dire bien la somme des 4 valeurs entrées par l'utilisateur. L'avantage de cette nouvelle version, c'est que on va pouvoir mettre ce code qui est répété 4 fois à l'intérieur d'une boucle for. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai repris le code qui était sur le transparent précédent. J'ai juste modifié le numéro de la note et utilisé une boucle for ici avec une variable déclarée à l'intérieur de la boucle for que j'ai appelée i qui est initialisée à 1 et qui va aller jusque 4. N'oubliez pas dans cet exemple d'initialiser la variable somme à 0. Maintenant, notre programme n'est intéressant que dans le cas où l'utilisateur veut calculer la moyenne de 4 notes. Supposons maintenant qu'on veuille laisser choisir l'utilisateur le nombre de notes. Donc comment faut-il modifier notre programme? Alors je vais commencer par laisser de la place pour ajouter mes modifications. Je vais déclarer une variable que j'ai appelée nombre de notes, définie de type int. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer une valeur pour cette variable nombre de notes. Et maintenant, il me suffit de remplacer ce 4 par ma variable nombre de notes. Il ne faut pas que j'oublie non plus de remplacer ce 4 ici qui me permet de calculer la moyenne des notes par ma variable nombre de notes. Et donc voici, les modifications n'étaient pas très difficiles. En revanche, je viens d'introduire une erreur dans mon programme. Alors est-ce que vous voyez où est cette erreur? Cette erreur va survenir en fait quand l'utilisateur entre la valeur 0 pour la variable nombre de notes. Et à ce stade du programme, je vais diviser par 0, ce qui va provoquer une erreur. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Une solution, ça va être de tester si le nombre de notes est bien supérieur à 0, comme il se doit. Et donc, je n'ai plus qu'à ajouter un branchement conditionnel, mettre le code qui demande d'entrer les notes à l'intérieur de ce branchement conditionnel, ainsi que l'instruction qui affiche la moyenne des notes. Terminons avec ce qu'on appelle les boucles imbriquées. Alors je vais revenir sur l'exemple de la table de multiplication par 5 qui utilisait cette boucle for pour afficher la table. Et je vais supposer maintenant que je veuille afficher toutes les tables de multiplication de 2 à 10. Eh bien, il suffit de mettre cette boucle for à l'intérieur d'une autre boucle for et de la modifier légèrement. Alors si je mets directement cette boucle for à l'intérieur d'une autre, comme ce que j'ai fait ici, donc j'ai gardé exactement le même code pour cette boucle for, je l'ai mis à l'intérieur d'une deuxième boucle for qui utilise une variable j qui va être initialisée à 2 avec une condition j inférieur ou égal à 10. Donc j va prendre 9 valeurs de 2 à 10. Donc tout ce code va m'afficher 9 fois la table de multiplication par 5. Si je veux maintenant afficher toutes les tables de multiplication
de 2 à 10. Il me suffit de modifier ce 5 pour le changer en la valeur de j, et surtout de modifier ce 5-ci. Donc je vais donc obtenir ce code-ci, que je vais détailler pour vérifier qu'il fonctionne correctement. La première boucle for commence par déclarer une variable j initialisée à 2. On va ensuite tester la condition j inférieur ou égal à 10. La condition est vraie, donc on va rentrer dans le corps de la boucle for j, c'est-à-dire exécuter cette instruction-ci, qui affiche table de multiplication par ensuite la valeur de j, c'est-à-dire 2, ensuite 1, 2 points. On va maintenant exécuter la boucle for i qui se trouve ici, qui déclare donc une variable i et l'initialise à la valeur 1. On va ensuite tester la condition i inférieur ou égal à 10 qui est vraie. On va donc rentrer dans la boucle for i, c'est-à-dire exécuter cette instruction-ci avec la valeur de j qui vaut 2. On va afficher multiplié par. Ensuite, la valeur de i qui vaut 1. Ensuite, vaut. Et ensuite, la valeur de l'expression j fois i qui vaut tout simplement 2. On va continuer ensuite à exécuter la boucle for i, c'est-à-dire qu'on va revenir ici. L'opération d'incrémentation va ajouter 1 à la valeur de i, donc i va prendre la valeur 2. La condition est toujours vraie, et donc on va continuer à exécuter le corps de la boucle for i avec j qui vaut toujours 2. Maintenant, i vaut 2. On va donc afficher 2 ici. Et l'expression j multiplié par i vaut maintenant 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Ainsi de suite, jusqu'à ce que i prenne la valeur 10. L'opération d'incrémentation va donner la valeur 11 à la variable i. La condition ici va devenir fausse et on va sortir de la boucle. Sortir de la boucle, ça veut dire continuer ici à ce stade du programme et on arrive à la fin du corps de la boucle for j. Et donc on va continuer à itérer à l'intérieur de la boucle for j, c'est-à-dire revenir ici, incrémenter j en exécutant l'opération d'incrémentation plus j, donc j va prendre la valeur 3. La condition j inférieur ou égal à 10 est toujours vraie, donc on va rentrer dans le corps de la boucle. Entrer dans le corps de la boucle, ça veut dire exécuter d'abord cette instruction-ci, qui affiche table de multiplication par avec la valeur de j qui vaut maintenant 3. Et on entre, encore une fois, dans la boucle for i. La variable i est déclarée de nouveau, initialisée de nouveau à 1. La condition est vraie, et on va rentrer dans la boucle, dans le corps de la boucle for i, et exécuter cette instruction-ci, avec cette fois-ci j qui vaut 3. On va afficher multiplié par la valeur de i qui vaut 1. Ensuite, vaut, et la valeur de cette expression qui est 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Et ainsi de suite.